Oh mon Dieu, quelle gaucherie! C'est précisément la raison pour laquelle les individus de ton espèce n'ont rien à faire ici. Ces mots acérés et venimeux déchirèrent le tissu des conversations distinguées qui emplissaient le gala de charité. Ils provenaient d'une femme aux cheveux d'argent, méticuleusement arrangée en une coiffure impeccable, dont les diamants coulaient de ses oreilles et de son cou comme des larmes glacées. Son visage, déformé par un masque de haine pure et dénué d'artifice, hurlait à l'adresse d'une femme noire vêtue d'une robe simple mais d'une coupe esquisse qui venait d'être précipitée au sol. La grande salle de bal, un sanctuaire de lustres étincelants et de colonnes de marbre, éclata en une cacophonie de rires cruels. L'assemblée de gens opulents et influents, drapés dans des étoffes de haute couture et arborant des sourires mielleux, se retourna d'un seul mouvement. Les téléphones, tels des prédateurs noirs et élégants, s'élevèrent de leurs mains pour immortaliser la scène sanglante qu'ils percevaient comme un divertissement. La femme aux cheveux argentés, Eleanor Vancroft, matriarche d'une dynastie, vociférait à travers la salle caverneuse. Sa voix, une arme trempée dans le dégoût, résonnait: tu n'es rien, tu m'entends? Absolument rien. Tu ne mérites pas de respirer le même air que les personnes respectables dans cette pièce. Sécurité. Pour l'amour de Dieu, sortez cette calamité d'ici avant qu'elle ne cause des dégâts à quelque chose de valeur. Un homme à proximité, suintant l'arrogance et l'opulence, ajouta avec suffisance: les gens de son genre trouvent toujours le moyen de causer des ennuis. Avant qu'un agent de sécurité n'eût le temps de réagir, avant même que la femme noire ne puisse pleinement assimiler l'agression, elle gisait au sol, le rouge profond d'un bordeaux renversé s'infiltrant dans sa robe blanche comme une plaie ouverte. Cependant, alors qu'elle entamait une lente et délibérée manœuvre pour se redresser, l'atmosphère de cette pièce dorée commença à se transformer. La température sembla chuter et les rires s'éteignirent. Le vin coulait de l'ourlet de sa robe, chaque goutte tombant sur le marbre avec un son sourd qui résonnait dans le silence oppressant. Elle serrait son téléphone dans sa main, mais c'était ses yeux qui captivaient l'attention de l'assemblée. Ils contenaient une force qui aurait dû déclencher une vague de terreur primitive chez toutes les âmes présentes. Ce n'était ni la colère ni la tristesse, mais la détermination froide et calculatrice d'une force de la nature sur le point de rétablir un déséquilibre cosmique. Mais à Eleanor Vancroft, aveuglée par son propre sentiment de privilège, n'avait pas terminé. Elle se pencha, sa voix se réduisant à un murmure de conspiration qui, d'une manière ou d'une autre, traversa la pièce désormais silencieuse avec une clarté glaciale. « Tu es une misérable !» siffla-t-elle. « Tu ne vaux rien et tu ne seras jamais rien de plus que ce que tu es à présent. Une tâche pathétique et maladroite sur mon sol, rien !» La femme qui gisait au sol était maintenant debout. Elle ajusta sa robe souillée avec une dignité et un sang-froid qui paraissaient impossibles compte tenu de l'humiliation brutale qu'elle venait d'endurer. Son regard balaya la pièce, se posant sur chaque visage. Certains souriaient encore, d'autres vacillaient. Tous étaient unis par la conviction d'assister à l'humiliation méritée d'un être insignifiant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se produire. Ils n'avaient aucune idée de son identité réelle. Elle leva son téléphone, ses doigts se déplaçant avec une grâce habituelle sur l'écran tactile. Et dans ce moment empreint de sens, on pouvait presque sentir la réalité retenir son souffle, car ce que cette femme s'apprêtait à faire allait non seulement stupéfier toutes les personnes présentes, mais aussi anéantir leur monde. Si vous estimez que chaque être humain mérite d'être traité avec respect, quelle que soit la couleur de sa peau ou le contenu de son portefeuille, n'hésitez pas à vous abonner. Écrivez « dignité » dans les commentaires et mentionnez la ville d'où vous regardez, car ce qui va se passer redéfinira le sens du mot conséquence. Cette famille n'a aucune idée de qui elle vient de contrarier. C'était le moment charnière d'Alan Washington, mais pour saisir l'ampleur dévastatrice de la riposte qu'elle s'apprêtait à déclencher, vous devez comprendre qui était Alan. Et croyez-moi, la famille Vancroft était sur le point de recevoir la leçon la plus onéreuse de sa vie. Une leçon qui ne se paie pas avec de l'argent, mais avec tout ce qu'ils ont toujours connu, tout ce qu'ils ont toujours été et tout ce qu'ils ont toujours ambitionné de devenir.
revenir. Alan Washington n'était pas simplement une femme qui s'était invitée à un événement où elle n'était pas la bienvenue. À 48 ans, elle était un fantôme dans l'engrenage du capitalisme américain, une titane de l'industrie si discrète, si peu encline à la visibilité que presque personne ne connaissait son visage. Elle était la fondatrice, PDG et seule propriétaire d'Apex Stratos, un conglomérat mondial évalué à plus de 62 milliards de dollars. Son ascension vers ce sommet n'avait pas été une promenade de santé, c'était une saga forgée dans le feu de l'indigence et des préjugés. Au cours des 25 dernières années, elle avait transformé Apex Stratos, à partir d'une seule idée audacieuse éclose dans un petit appartement, en un empire tentaculaire dans les domaines des technologies de pointe, de l'immobilier durable et de la fabrication éthique. Elle possédait des gratte-ciel dans toutes les grandes métropoles, détenait des participations majoritaires dans des entreprises du Fortune 500 à travers le monde et employait plus de 50 000 personnes. Mais elle n'avait jamais oublié ses origines. Elle n'avait jamais oublié les mains calleuses de sa grand-mère qui avait exercé 3 emplois pour nettoyer des sols de maison comme celle-ci afin de nourrir sa famille et de permettre à Alan d'obtenir l'éducation qui lui avait été refusée. Chaque action d'Alan était un hommage silencieux au sacrifice de cette femme. Abordons maintenant la famille qui venait d'allumer une étincelle de manière si spectaculaire, les Bancroft. En apparence, ils incarnaient l'aristocratie de Chicago, un héritage bâti sur l'acier et les chemins de fer il y a un siècle. Mais sous le vernis raffiné de leur fortune ancestrale, ils se noyaient dans un océan de dettes et de désespoir silencieux. Harrison Bancroft, le patriarche de 65 ans, avait hérité du vaste empire immobilier de son père et avait passé les 3 dernières décennies à essayer désespérément de ne pas le conduire à sa perte. Une série d'investissements calamiteux, une addiction au jeu cachée à sa famille et un refus obstiné de s'adapter à un marché en mutation avaient érodé les fondations de l'entreprise. Ce que personne dans cette salle de bal ne savait, ni sa femme, ni ses enfants, ni même ses conseillers les plus proches, c'est que Bancroft Enterprises était secrètement et terriblement en faillite. L'entreprise qui semblait autrefois posséder la moitié de l'horizon de Chicago était désormais endettée jusqu'au cou, un château de cartes qui n'attendait que le moindre souffle pour s'effondrer. Harrison jonglait avec les dettes, contractait des prêts abusifs et priait pour un miracle qui sauverait non seulement son entreprise, mais aussi le nom de sa famille. Sa femme, Eleanor, âgée de 62 ans, vivait dans une bulle de supériorité sociale qu'elle protégeait avec une férocité digne d'un dragon gardant son trésor. Toute son identité était forgée sur le fait d'être une Bancroft, d'être meilleure, plus riche et plus importante que tout le monde. L'idée de perdre son statut, sa place au sein des conseils d'administration d'organismes caritatifs, sa capacité à regarder les autres de haut depuis son piédestal d'héritière de l'élite, la terrifiait bien plus que la simple ruine financière. Eleanor organisait des événements caritatifs, non par compassion, mais par soif de contrôle. Ces événements étaient sa scène, et sur cette scène, elle mettait en scène une pièce dont elle était la reine et où tous les autres étaient des sujets à favoriser ou à rejeter. L'exclusion sociale était son arme de prédilection qu'elle maniait avec une précision chirurgicale et cruelle. Carter Bancroft, 31 ans, était une catastrophe ambulante et parlante, drapée dans un smoking à 10 000 $. Il n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, avait échoué de manière spectaculaire dans toutes les entreprises futiles que son père avait financées pour lui et passait ses nuits et sa fortune à faire la fête avec une bande de jeunes héritiers tout aussi inutiles que lui. Toute l'existence de Carter était financée par un héritage qu'il n'avait rien fait pour construire et qu'il s'employait à dilapider. Il avait cultivé une cruauté particulièrement vicieuse qu'il utilisait pour gonfler son ego fragile en rabaissant les autres. Blair Bancroft, 27 ans, était peut-être la plus insidieuse et la plus dangereuse de tous. Dotée d'une beauté classique, débordante de charme et d'un cœur de glace, elle avait appris de sa mère que la cruauté, lorsqu'elle était pratiquée avec finesse, était une forme d'art légitime. Blair tirait un plaisir réel et palpable à humilier les gens, en particulier ceux qu'elle considérait comme socialement inférieurs. Elle était la princesse de son père, gâtée au point d'en être sociopathe, et n'avait jamais eu à faire face aux conséquences de ses actions malveillantes.
Mais voici le secret cosmique dévastateur qu'aucun d'entre eux ne connaissait. Alors qu'ils se tenaient dans leurs penthouse somptueux en cette nuit enneigée de décembre, ricanant sur la femme souillée au sol, Alan Washington tenait toute leur existence, leur passé, leur présent et leur avenir entre ses mains. Le gala de charité qu'ils organisaient n'était pas une simple fête, il était censé être la célébration triomphale de la plus grande transaction commerciale de l'histoire des Bancroft, une fusion monumentale de 2,5 milliards de dollars avec Apex Stratos qui allait non seulement effacer la montagne de dettes secrètes d'Harrison, mais aussi propulser la famille Bancroft dans une nouvelle stratosphère de richesse et de pouvoir. Harrison avait mené des négociations extrêmement délicates pendant près d'1 an pour conclure cet accord. Il devait être annoncé en grande pompe ce soir-là. Cette fusion était son miracle, c'était l'injection de liquidités qui sauverait son entreprise, assurerait son héritage et garantirait que les Bancroft resteraient au sommet de la société pour les générations à venir. Mais la femme qu'il venait de traiter de bon à rien, de misérable, de désastre et de moins que rien, c'était Alan Washington, le fantôme, le titan, la fondatrice et PDG d'Apex Stratos. La femme dont la signature était nécessaire sur les documents qui sauveraient leur empire en ruine était en train d'essuyer le vin renversé sur ses mains meurtries. Et le comble de l'ironie, c'est que Harrison Bancroft n'avait aucune idée de l'apparence d'Alan Washington. Toutes leurs négociations s'étaient déroulées par l'intermédiaire d'avocats et d'intermédiaires. Il n'avait jamais vu de photo d'elle, sa discrétion légendaire était bien connue, il ne l'avait jamais rencontrée en personne. Dans son esprit, il imaginait probablement une vieille femme d'affaires blanche, aux cheveux gris, vêtue d'un costume austère. Les Bancroft venaient de commettre l'acte d'autodestruction le plus coûteux de l'histoire des entreprises. Ils ne le savaient pas encore. Mais le cauchemar d'Alan Washington n'avait pas commencé lorsque son corps avait heurté le sol en marbre froid. Il avait commencé quelques heures plus tôt, au moment où elle était sortie de sa modeste voiture privée et s'était approchée du bâtiment dont elle était propriétaire. Il était 19h par une nuit glaciale de décembre à Chicago. Les flocons de neige commençaient à tomber, recouvrant la ville d'un doux manteau blanc. Alan était arrivé dans le somptueux penthouse de Gold Coast, telle une apparition d'élégance discrète. Elle portait une simple robe blanche sans manches, une création sur mesure d'un couturier si exclusif qu'il n'avait même pas de boutique. Ses cheveux étaient relevés en un chignon gracieux et ses seuls bijoux étaient une paire de boucles d'oreilles en diamant et un bracelet délicat. Chaque pièce valait plus que la maison moyenne d'un Américain. Elle se tenait avec la confiance tranquille et inébranlable d'une femme qui sait qu'elle est à sa place dans n'importe quelle pièce où elle entre. Cette soirée devait également être mémorable pour elle, la nuit où elle allait enfin rencontrer la famille Bancroft et trinquer à leur nouveau partenariat historique. Elle attendait ce moment avec impatience depuis des semaines, imaginant une agréable soirée placée sous le signe du respect mutuel et de la célébration. Mais dès qu'elle eut franchi le seuil du grand portail à baldaquin, la réalité la gifla de sa main glaciale et pleine de préjugés. Un voiturier, vêtu d'un épais manteau de laine, se précipita vers elle, non pas pour lui ouvrir la portière de sa voiture, mais pour l'intercepter. Sans même la regarder dans les yeux, il lui indiqua d'un geste dédaigneux une ruelle sombre à l'arrière du bâtiment. « Madame, l'entrée de service est à l'arrière », dit-il d'un ton plat et ennuyé, laissant clairement entendre qu'il considérait sa présence à l'entrée comme une erreur à corriger. Alan s'arrêta, une lueur d'incrédulité traversant son visage. « Je suis désolé, je suis ici pour le gala de charité des Bancroft. » Le voiturier finit par la regarder, la dévisageant de la tête aux pieds. Son visage exprimait à la fois la confusion et la suspicion. C'était comme si le concept d'une femme noire assistant à cet événement particulier était une équation complexe que son cerveau refusait de calculer. Il désigna à contre-cœur l'entrée principale avec un soupir, mais son expression criait ce que sa bouche ne disait pas. Il était convaincu qu'elle s'était trompée d'endroit. À l'entrée principale, derrière une corde de velours et un podium poli, un agent de sécurité nommé Greg vérifiait les invitations. Pendant quelques minutes, Alan se contenta d'observer et ce qu'elle vit fut une véritable leçon de préjugés inconscients. Les invités se succédaient, tous blancs, tous ruisselants de richesse. Greg jetait d'un coup d'œil rapide à leurs invitations en relief, leur adressait un sourire chaleureux et accueillant, puis les faisait entrer avec un bonsoir enjoué.
Profitez de la fête. Une femme blanche vêtue d'un manteau de fourrure qui lui descendait jusqu'aux pieds passa devant lui, son invitation à peine visible, et Greg s'inclina presque devant elle. Un homme bruyant en smoking qui criait au téléphone agita quelque chose qui semblait être une invitation en direction de Greg et l'agent de sécurité se précipita pour lui ouvrir la porte personnellement. Puis ce fut le tour d'Alan. Tout changea. Dès qu'elle présenta son invitation, Greg passa d'un accueil accueillant à un interrogateur méfiant. Son sourire chaleureux disparut, remplacé par un air sévère et professionnel. Il tint l'invitation comme si elle était contaminée, l'étudiant comme un détective examinant un faux. Il parcourut la liste des invités une fois, puis deux fois, puis une troisième fois, son doigt épais traçant les noms avec une lenteur agonisante. « Je ne vois pas de Washington sur cette liste », déclara-t-il d'une voix suffisamment forte pour que le couple qui arrivait derrière elle puisse l'entendre. « Pourriez-vous vérifier à nouveau ?» demanda Alan d'une voix calme, malgré la frustration grandissante. « Je suis bien attendu. » Greg fit mine de scruter à nouveau la liste, plissant les yeux sous la lumière tamisée, comme si les lettres pouvaient se réorganiser. Il secoua lentement la tête avec une finalité théâtrale. « Non, pas de Washington, désolé. » Derrière Alan, un couple blanc fit miroiter son invitation. Greg jeta à peine un coup d'œil avant d'afficher son plus large sourire de la soirée. « Entrez, monsieur et madame Albé, passez une excellente soirée. » dit-il d'un ton enjoué. Alan sentit son estomac se nouer. « Mais j'ai l'invitation ici », dit-elle en montrant la carte épaisse de couleur crème qu'il tenait dans sa main. C'était exactement le même type d'invitation qui avait servi de passeport incontestable à des dizaines d'autres invités. Greg brandit l'élégante invitation et secoua la tête avec un air de pitié condescendante. Madame, n'importe qui peut falsifier ces choses de nos jours. On les imprime chez King Coast et elles ont l'air tout à fait officielles. Nous devons faire attention à qui nous laissons entrer. » Tandis qu'il parlait, un autre invité passa devant eux avec une invitation qui semblait avoir été simplement imprimée à domicile. Greg lui fit signe d'entrer sans même y jeter un coup d'œil. « Je vais avoir besoin d'une pièce d'identité, » dit Greg à Alan, la main tendue, paume vers le haut. Elle lui tendit son permis de conduire, une pièce d'identité valide de l'État de l'Illinois. Greg le prit et se lança dans un examen minutieux qui aurait fait la fierté d'un agent de la TSA. Il le tint à la lumière, il le tourna dans tous les sens. Il compara la photo à son visage au moins 5 fois, les yeux plissés de suspicion. Il passa même son pouce sur la surface comme pour vérifier qu'il n'y avait pas de faux plastifiant. « Ça ne me semble pas normal », déclara-t-il à nouveau d'une voix suffisamment forte pour que les autres l'entendent. « La photo, elle ne vous ressemble pas vraiment. » La photo lui ressemblait parfaitement. C'était une photo professionnelle prise quelques mois auparavant, mais Greg ne l'examinait pas vraiment. Il cherchait une justification à ses préjugés. « Je vous assure que tout est en règle, » dit Alan dont la patience était à bout. « Nous allons devoir vérifier cela avec la direction, » annonça Greg d'un air grave, emportant avec lui l'invitation et la carte d'identité. « Vous devrez attendre ici pendant que nous réglons cela. » C'est ainsi que commencèrent les 90 minutes les plus longues de la vie d'Alan Washington. Elle se tenait dehors dans le vent glacial de Chicago, la neige commençant à coller aux épaules de sa robe, regardant les centaines d'invités passer devant elle pour rejoindre la chaleur et le luxe du penthouse. La température baissait et sa robe élégante ne lui offrait que peu de protection contre les éléments. Elle regardait les couples rire en passant, des hommes d'affaires qu'elle reconnaissait grâce à la couverture de fortune, des mondains dont sa propre fondation finançait secrètement les œuvres caritatives. Aucun d'entre eux n'avait été invité à présenter une pièce d'identité, aucun d'entre eux n'avait été prié d'attendre, aucun d'entre eux n'était traité comme un criminel potentiel tentant de franchir les murs du château. Toutes les 15 minutes, Greg passait la tête pour lui annoncer qu'il n'y avait rien de nouveau. « On vérifie toujours, madame », disait-il avec une fausse compassion mielleuse. Ça ne devrait plus tarder. Mais à travers les portes vitrées, Alan pouvait le voir parfaitement. Il ne passait aucun coup de fil, il ne parlait pas dans sa radio, il discutait avec une préposée au vestiaire et riait avec les autres agents de sécurité. Il ne vérifiait absolument rien. Il se livrait à un jeu de pouvoir silencieux et brutal, espérant qu'elle abandonne et s'en aille. Pendant qu'elle attendait, elle observait le ballet social se dérouler. Un groupe de jeunes hommes bruyants, visiblement
clients ivres étaient accueillis par des rires tapageurs. Une femme plus âgée qui avait oublié son invitation a été autorisée à entrer simplement parce que Greg a reconnu son visage. Mais Alan est restée dehors, frissonnante, exposée au regard de l'élite qui arrivait. À un moment donné, une femme vêtue d'un manteau de vison l'a dépassée et a physiquement éloigné son mari comme si la simple présence d'Alan était contagieuse. Un autre invité la regardait ouvertement, chuchotant à sa femme que certaines personnes ne comprenaient vraiment rien. Lorsque Greg revint enfin avec ses documents, lui permettant à contre-cœur et avec un air désagréable d'entrer, près de 2 heures s'étaient écoulées. Alan avait manqué tout le cocktail, l'heure de réseautage et le dîner principal. On lui permettait d'entrer dans une fête organisée en son honneur alors qu'elle était pratiquement terminée. Ses pieds lui faisaient mal à force d'être resté debout dans des talons sur le trottoir gelé. Sa coiffure soigneusement travaillée était désormais ébouriffée par le vent et l'excitation initiale qu'elle ressentait pour la soirée avait disparu, remplacée par un nœud froid et dur de rancœur. Elle ne savait pas encore que le véritable supplice ne faisait que commencer. Au moment où Alan pénétra dans le hall en marbre étincelant du Penthouse, ce Penthouse qui, à l'insu de tous, appartenait à l'une de ces sociétés immobilières anonymes, Eleanor Bancroft l'aperçut de l'autre côté de la pièce. La réaction d'Eleanor fut instantanée, viscérale et suffisamment forte pour que la moitié des invités l'entendent. « Oh mon Dieu, comment la femme de ménage a-t-elle pu passer la sécurité ?» Ces mots, tels une flûte de champagne qui se brise, brisèrent l'ambiance élégante. Les conversations s'interrompirent, les têtes se tournèrent, une centaine de paires d'yeux se fixèrent sur Alan, seul dans le grand hall d'entrée. Harrison Bancroft, qui était en train de régaler un cercle d'investisseurs potentiels avec une anecdote bien rodée, cessa de parler et se retourna pour voir ce qui faisait crier sa femme. Lorsque son regarda sur Alan, sa voix tonna avec une autorité indignée. C'est une soirée privée, pas un salon de l'emploi à sécurité. Carter Bancroft, déjà bien éméché, vit là l'occasion de rire cruellement. Il leva son verre en guise de toast amer. « Quelqu'un a-t-il commandé un service de femme de ménage ?» cria-t-il à son groupe d'adulateurs ivres, parce que je pense que les toilettes pour invités auraient besoin d'un peu d'attention. Ses amis éclatèrent de rire, trinquant comme s'ils venaient de prononcer la phrase la plus spirituelle du siècle. Blair Bancroft, qui posait pour la story Instagram d'une mondaine, laissa échapper un petit rire musical qui résonna dans toute la pièce. Elle cherche probablement le placard à balai, ajouta-t-elle. Quelqu'un devrait vraiment lui indiquer le chemin. Les rires redoublèrent. Une vague de mépris se propagea. Les téléphones sortirent non seulement pour enregistrer, mais pour tweeter en direct le spectacle. Alan ouvrait la bouche pour parler, pour tenter de désamorcer la situation, pour expliquer le malentendu colossal. Elle avait imaginé ce moment, la façon dont elle se présenterait avec élégance. « En fait, je suis ici pour… » Mais Bancroft la coupa, s'approchant d'elle avec l'assurance inébranlable de quelqu'un qui n'avait jamais essuyé de refus de toute sa vie. « Ma chérie, commença-t-elle, le sourire empreint d'un venin pur. Tu n'es rien, tu comprends? Rien. Ce n'est pas ton monde et ça ne le sera jamais. » La voix d'Eleanor s'éleva, devenant plus théâtrale alors qu'elle jouait devant son public captif. « Tu es misérable et pathétique et tu ne mérites pas de respirer le même air que des gens décents comme nous. » Harrison acquiesça d'un air sage, secouant la tête avec dégoût. « La sécurité nous a complètement lâchés ce soir. Comment des gens comme ça peuvent-ils continuer à entrer dans des endroits où ils n'ont manifestement pas leur place ?» Les invités commencèrent à se rassembler, formant un cercle lâche et prédateur. Ils chuchotaient et pointèrent du doigt, leurs commentaires tombant comme de petits cailloux pointus. « Regarde-la essayer de se donner des airs sophistiqués », ricana une femme. « Le culot de certaines personnes est incroyable », ajouta un homme en secouant de la tête. Après plusieurs heures d'épreuve à l'extérieur, Alan était desséchée. Elle tenta de s'approcher du bar pour demander un simple verre d'eau, mais le barman jeta immédiatement un coup d'œil à Eleanor, cherchant son autorisation. La réponse d'Eleanor fut rapide et impitoyable. Elle secoua la tête avec une violence théâtrale et cria assez fort pour que toute la salle l'entende.
Pas de boisson pour le personnel, elle ne mérite même pas une goutte d'eau de nos verres. Carter trouva cela hilarant. Il tituba vers Alan, son costume coûteux froissé, et la désigna avec son verre à moitié vide. « Et si tu veux vraiment te rendre utile, marmonna-t-il, pourquoi ne vas-tu pas chercher le vrai personnel pour les aider à servir les vrais clients? Au moins, tu ferais un travail pour lequel tu es qualifié. » Blair applaudit avec enthousiasme comme si son frère venait de prononcer une vérité profonde. Oui, enfin, un rôle dans lequel elle pourrait être douée. La foule applaudit bruyamment, traitant la barbarie de Carter comme un sketch comique. Quand Alan essaya de trouver une place pour s'asseoir, ses pieds protestant après être resté debout pendant 2 heures, Eleanor lui barra le passage. « Ces chaises sont pour nos invités », dit-elle en regardant Alan avec un dégoût dissimulé. « Pas toi ». Alan fut donc contrainte de rester debout dans un coin de la grande salle de bal, objet du mépris de tous les invités. Elle devint leur divertissement. Les invités passaient devant elle et lui lançaient des insultes juste assez fortes pour qu'elle les entende. Regarde comme elle essaie de faire croire qu'elle est à sa place ici. Son audace est à couper le souffle. Quelqu'un devrait appeler les services sociaux. C'est tout simplement triste. Je n'arrive pas à croire que la sécurité ait laissé faire ça. Pendant ce qui lui sembla une éternité, Alan endura cette humiliation publique systématique. Elle resta là, humiliée par des gens dont elle savait que toute la fortune était sur le point de s'effondrer. Elle regarda ces gens qu'elle était prête à prendre comme partenaires, ces gens qu'elle était prête à rendre plus riches qu'ils n'auraient jamais pu rêver. Elle vit la pourriture noire qui habitait leur âme et malgré tout cela, elle garda son sang-froid. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas fui, elle est restée là, silencieuse, les observant, les laissant montrer leur vrai visage. Finalement, elle a sorti son téléphone, le moment était venu. Elle devait vérifier les derniers détails des documents de fusion, ceux-là même qui devaient être signés et annoncés ce soir-là. Les documents qui allaient injecter 2,5 milliards de dollars dans l'empire moribond des Bancroft. C'est alors que Blair Bancroft décida que le moment était venu pour le grand final. Elle se glissa vers Alan, un verre de bordeaux rouge profond à la main, le visage parfaitement maquillé d'une sympathie artificielle digne d'un Oscar. « Oh, je me sens tellement mal pour vous », roucoula-t-elle, sa voix suffisamment forte pour que les invités à proximité puissent apprécier sa magnanimité apparente. « Tu as l'air assoiffé après cette épreuve. Tiens, laisse-moi te chercher quelque chose à boire. » Alan leva les yeux, une lueur de surprise authentique dans le regard après des heures de cruauté incessante. Pouvait-il s'agir d'un simple geste de gentillesse humaine? Elle tendit la main avec gratitude vers le verre, pensant que peut-être après tout, il restait un soupçon de décence dans cette famille. Mais alors que ses doigts étaient sur le point de se refermer sur le pied du verre, Blair, avec une malice calculée, tendit délibérément sa jambe vêtue de soie. Alan, pris au dépourvu, trébucha et tomba lourdement sur le sol de marbre impitoyable. Dans un mouvement fluide et parfaitement répété, Blair renversa accidentellement le verre de vin rouge sur la robe blanche d'Alan, le liquide cramoisi se répandant sur le tissu comme une tache mortelle. Blair se lança immédiatement dans sa performance primée. Elle haleta, portant la main à sa bouche dans un geste d'horreur feinte, les yeux écarquillés de choc simulé. « Oh mon Dieu, tu es tellement maladroite, je suis vraiment désolé. J'essayais juste de t'aider. » Eleanor se précipita sur les lieux, la voix pleine d'indignation vertueuse. « C'est exactement ce dont je parlais. C'est ce qui arrive quand ces gens oublient à leur place. Regarde le désordre que tu as fait sur nos sols. » Carter était déjà en train de filmer la scène avec son téléphone, arrivant à peine à le tenir. « Ça va devenir viral. Que quelqu'un appelle le service de ménage. Oh, attendez. C'est elle le service de ménage ? » La pièce explosa. Les rires étaient à une force physique conclusive. Les téléphones jaillirent de toutes les directions. Des stories Instagram étaient à créer en temps réel. Des tweets étaient envoyés. C'était le summum de leur soirée, l'humiliation absolue, totale et complète d'un autre être humain. Harrison a fait signe frénétiquement aux agents de sécurité qui avaient enfin fait leur apparition. Sortez cette catastrophe ambulante de chez moi avant qu'elle ne détruise quelque chose qui a vraiment de la valeur. Et cela nous amène au moment où notre histoire a commencé avec Alan Washington sur le sol du penthouse dont elle était propriétaire, trempée de vin, entourée des rires hilarants de personnes qui venèrent de commettre la plus grande erreur de leur vie. Il ne se doutait pas que la femme qu'il considérait comme insignifiante détenait tout ce qu'il possédait. Il ne se doutait pas qu'elle valait plus que tous leurs invités réunis. Il ne se doutait pas qu'elle était
propriétaires de l'immeuble dans lequel ils se trouvaient, des entreprises qui faisaient leur richesse et de l'avenir qu'ils croyaient ainsi arrogamment assuré. Mais ils allaient bientôt le découvrir et cela allait leur coûter tout ce qu'ils possédaient. Que feriez-vous dans cette situation? Auriez-vous quitté les lieux avec dignité ou seriez-vous resté pour leur rendre la justice qu'ils méritaient tant? Donnez votre réponse dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton s'abonner, car ce que cette femme va faire ensuite coûtera à cette famille de privilégiés tout l'argent qu'elle a jamais possédé. Ce qui s'est passé ensuite est un moment qui restera gravé dans la mémoire de la famille Bancroft pour le reste de leur vie brisée. Alan Washington a commencé à se relever du sol en marbre froid. Elle a bougé lentement, délibérément, non pas comme une victime, mais comme une reine reprenant son trône. Le vin rouge coulait de sa robe souillée sur le sol immaculé. Chaque goutte était comme un point d'exclamation dans une écran histoire qui allait prendre une tournure terrifiante. Mais il riait toujours, la pièce était encore sous l'effet de l'adrénaline provoquée par sa propre cruauté. Les téléphones continuaient d'enregistrer, les invités continuaient de plaisanter à ses dépens. Il pensait que c'était le dernier acte, le moment où le personnel serait escorté hors de la pièce de manière ignominieuse afin que leur soirée raffinée puisse se poursuivre. Il ne se doutait pas que le clou du spectacle ne faisait que commencer. Alors qu'Alan se tenait là, taché de vin, mais rayonnant d'un calme terrifiant, son téléphone se mit à sonner. Le son simple et clair transperça les rires bruyants, mais la foule était trop occupée à célébrer sa propre barbarie pour y prêter attention. Alan jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et répondit avec un sang-froid qui aurait dû faire courir un frisson de terreur dans toute la salle. Apex Stratos, Alan Washington à l'appareil. La voix à l'autre bout du fil était celle de son conseiller juridique en chef, David Chen, clair, professionnelle et suffisamment forte pour que les invités les plus proches puissent l'entendre, si seulement ils avaient écouté. Madame Washington, ici David du service juridique, les contrats de fusion ont été annulés. Je répète, la fusion a été annulée. Ordre d'Alan Washington. La voix de David Chen était calme, mais la gravité de ses mots transperça le silence qui s'était installé. Le téléphone d'Alan avait été mis en haut-parleur. Une clameur indignée s'éleva alors que Harrison s'élançait, son visage livide. Qu'est-ce que vous dites? Balbutia-t-il, l'arrogance d'un instant révolue, remplacée par la panique. Alan, son regard de braise fixé sur lui, fit un simple signe à David. « Je vous entends, David, continuez. Madame Washington, les documents pour la reprise de vos sociétés sont signés. Bancroft Enterprises, Bancroft Real Estate, Bancroft Holdings, tout est finalisé. L'équipe a déjà pris le contrôle de tous leurs comptes bancaires et de leur trio et de leurs actifs. Le siège social de leur entreprise à Chicago a été saisi. Nous avons également émis des avis d'expulsion pour toutes leurs propriétés locatives. Vous avez 48 heures pour les libérer. » Le visage d'Harrison se décomposa. Le rire des invités s'était éteint, leurs visages se figèrent dans une horreur croissante. Alan continua. « Monsieur Bancroft, mon équipe juridique a la preuve que vous avez falsifié des documents pour tenter de me vendre une entreprise qui était déjà en faillite. Nous avons mis le doigt sur un scandale de fraude de plusieurs millions de dollars. Vous et votre famille serez inculpés et passerez le reste de votre vie en prison. Je pense qu'il est temps que vous appreniez à payer vos dettes. » En un instant, l'atmosphère festive se transforma en un cauchemar collectif. Le champagne s'évapora des verres, les rires se transformèrent en pleurs. L'invitation de la famille Bancroft à la plus grande fête de l'année s'était transformée en leur propre enterrement. Carter, qui filmait, laissa tomber son téléphone. Blair s'évanouit. Eleanor, les yeux exorbités, tomba à genoux et se mit à hurler. Alan, impassible, s'adressa à la foule, sa voix résonnant à travers la pièce vide d'émotion, comme un écho dans une cathédrale. « Mesdames et messieurs, c'est le moment de la vérité. La leçon à retenir est que le karma est une vieille vache. » Un silence glacial s'installa. « Pardonnez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est le moment d'apprendre que la véritable valeur d'un être humain ne se mesure pas à la taille de son portefeuille, à son rang social ou à la couleur de sa peau. Vous avez fait preuve d'un manque de respect absolu pour une femme qui vous a tendu la main en signe de partenariat, une femme qui était sur le point de vous sauver, et c'est la fin du jeu. » Elle se tourna vers Harrison qui tremblait, le visage déformé par la panique. « Monsieur Bancroft, vous avez tout perdu.
votre nom de famille, votre fortune, votre dignité et tout ce que vous pensiez avoir, et c'est en quelque sorte à cause de la femme que vous avez traitée de rien, c'est à cause de moi la femme que vous avez traitée de catastrophe, de moins que rien, de femme de ménage, c'est parce que vous n'avez pas respecté une femme que vous avez jugée indigne de respirer le même air que vous. Alan Washington se tourna vers la foule, et sans un mot de plus, elle quitta les lieux, sa robe tachée de vin traînant sur le marbre immaculé, telle une traînée de sang sur le sol. Mais elle n'avait pas encore fini. L'instant suivant, l'ascenseur se ferma derrière elle. La nuit venait de commencer. Ce fut le dernier moment de dignité dont jouit la famille Bancroft. Leur vie entière allait être redéfinie et ils allaient découvrir à leurs dépens le vrai sens du mot conséquence.